Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Baptiste. Bonjour. Alors Baptiste, il fait un stage dans mon entreprise et j'ai trouvé intéressant de le mêler à mon activité immobilière parce que Baptiste, tu dois faire un stage sur quelle compétence? Alors dans le domaine de la digitalisation, et donc du coup je trouvais que c'était un très bon domaine et puis l'immobilier me satisfait. C'est quelque chose qui te plaît. C'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, donc j'ai une activité sur internet, je fais de l'immobilier, Baptiste doit faire un stage autour des réseaux sociaux, de la communication digitale et en plus il est passionné d'immobilier, ça tombe bien, je l'accueille avec plaisir. Donc ce qu'on a prévu aujourd'hui pour la vidéo, c'est une série de 10 ou 11 questions. Si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier, les questions c'est Baptiste qui les a préparées, mais je suis certain qu'elles vont intéresser bon nombre d'entre vous. Donc oui. Baptiste va me poser les questions et je vais y répondre. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche. Vous le savez, ici, on parle immobilier, on est en famille et on discute des moyens que vous avez à votre disposition pour vous constituer un patrimoine immobilier, mais également préparer votre retraite et votre transmission de patrimoine. Baptiste, on est parti. Je te laisse dérouler les questions. Allez, allons-y. Alors, première question. Est-il possible de démarrer dans l'immobilier avec 0 €? Alors, investir dans l'immobilier avec 0 €, oui, c'est possible. Par contre, ça va plutôt être sur les petits projets immobiliers. Si tu souhaites te lancer dans un projet immobilier de 1 million d'euros, forcément, la banque, elle va te demander de l'apport, 100 000, 150 000 ou 200 000 euros d'apport. Forcément, elle a besoin de garanties. Maintenant, si vous démarrez dans l'immobilier, démarrez par un petit projet de 50 000, 70 000, 80 000 euros. Jusqu'à 100 000 euros, il y aura toujours des banques pour vous suivre sans faire d'apport. C'est ça la magie de l'immobilier par rapport aux cryptos ou à la bourse. Okay. Vous avez la possibilité de partir avec un capital de 0 €. Vous bénéficiez de l'effet de levier bancaire, alors que si vous investissez en bourse ou en crypto, il va falloir une mise de départ qui n'est pas nécessaire en immobilier. Mais pour répondre à ta question, c'est possible, oui, mais plutôt sur les petits projets immobiliers. Ok, passons à la deuxième question. Allez, deuxième question. Faut-il mettre de l'apport dans un projet immobilier? Alors, ça fait suite à la première question, oui. Quand on n'a pas d'apport, on ne met pas d'apport. Maintenant, il y a des gens qui ont de la trésorerie, qui dort sur un compte courant, sur un livret A, sur une assurance vie, et placer cet argent en apport sur un projet immobilier, c'est une manière de faire travailler cet argent de manière plus conséquente. Le rendement sur un projet immobilier sera plus important, encore une fois, que sur un livret A, une assurance vie ou un compte courant. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui ont de l'épargne. Et en plus, pour les gens qui ont de l'épargne, mettre de l'apport sur un projet immobilier, ça va réduire le montant de la mensualité de crédit. Et donc, au bout du mois, il y aura davantage de cash flow, donc davantage de gains à la sortie. Donc oui, ça peut être intéressant pour les gens qui ont de l'épargne. Merci Sébastien pour votre réponse. Alors, on va passer à la troisième question. Donc, quelles sont les meilleures villes pour investir dans l'immobilier? Alors là, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a les gens qui disent qu'il vaut mieux investir dans des villes comme Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Nantes, c'est-à-dire des villes où le prix de l'immobilier est élevé, mais où la valeur patrimoniale du bien immobilier va être aussi plus importante. Oui. Ce n'est pas ma façon de faire. Moi, je recommande plutôt d'investir dans des villes de taille moyenne, voire des petites villes, où le prix de l'immobilier va être plus faible. Et on aura davantage de rentabilité, parce que le prix de l'immobilier va être plus faible. En revanche, les loyers ne seront pas si différents par rapport aux grandes villes que j'ai citées précédemment. D'accord ? Oui. Donc, avec la même somme à investir, vous allez pouvoir acheter plus d'appartements ou plus de mètres carrés et avoir davantage de rentabilité. Aujourd'hui, si je dois te donner un conseil ou à toutes les personnes qui nous regardent, je conseille d'investir dans des villes où le prix du mètre carré est inférieur à 2 000 €. C'est là qu'on va trouver les meilleures rentabilités. D'accord, ok. Faut-il acheter des rez-de-chaussée? Alors, on peut acheter des rez-de-chaussée. J'ai plusieurs rez-de-chaussée. Par contre, quand on achète du rez-de-chaussée, je fais toujours attention à ce qu'on n'ait pas une route passante devant ou que quand tu ouvres la fenêtre, tu tombes directement sur la rue. J'aime bien que mes locataires puissent ouvrir la fenêtre sans avoir peur que quelqu'un rentre dedans. Donc oui, au rez-de-chaussée, à condition que ça ne donne pas sur une rue passante ou une rue où il y a beaucoup de voitures. L'essentiel, c'est que le locataire n'ait pas l'impression d'être dans la rue quand il ouvre la fenêtre. D'accord, ok. Dans quel type de bien faut-il investir? Alors, on peut investir dans tout type de biens, dans du studio, du T2, du T3, T4, T5, maison, immeuble de rapport, local, commercial. Tous les biens sont intéressants pour investir. Maintenant, si vous souhaitez démarrer dans l'immobilier, commencez par un petit projet immobilier pour se rassurer. Ça peut être une petite surface,
un studio, Un T2. un T2. Ouais. Tu me posais tout à l'heure la question dans la journée, qu'est-ce que c'est qu'un bien tout-terrain? Ben, le T2, pour moi, c'est un bien tout-terrain. D'accord. Parce qu'il va convenir à un maximum de personnes. Tu peux y mettre un jeune actif, un couple de jeunes actifs, Des retraités. des retraités, petit papi, petite mamie. Et dans le T2, tu vas aussi pouvoir faire de la location courte durée. D'accord. Donc pour moi, le T2, ça reste un produit intéressant, qui est peu cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface. Si tu dois faire des travaux, il n'y a pas non plus, ça ne va pas coûter non plus très cher, plus que la surface est petite. Donc pour démarrer, pour se rassurer, et pour répondre surtout à tes questions, le studio ou les T2, avec quand même pour moi une petite préférence pour les T2. D'accord, ok. Prochaine question. Faut-il privilégier le centre-ville au secteur environnant afin d'être le plus rentable? Alors, en voilà une bonne question. Est-ce qu'il vaut mieux investir au centre-ville pour avoir des loyers plus élevés? En fait, cette question, c'est un petit peu celle que tu m'as posée tout à l'heure. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans des grandes villes ou dans des petites villes? Eh bien, de la même manière, mécaniquement, je vais te dire, ce n'est pas forcément au centre-ville qu'il va falloir investir. Pourquoi? À l'échelle d'une ville, le centre-ville, ça représente une toute petite surface. Tu vois, si tu prends une ville comme Toulouse, que toi et moi on connaît bien, le centre-ville de Toulouse, en nombre d'habitants et en surface, ça représente rien du tout par rapport à la taille de la ville. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des gens qui habitent à Toulouse ne vivent pas au centre-ville. Par contre, quand tu veux acheter un bien immobilier au centre-ville, que ce soit Toulouse, Lyon ou n'importe quelle ville, il va coûter plus cher. Alors qu'en dehors du centre-ville, non seulement il coûtera moins cher, mais la différence de loyer ne sera pas si importante que ça. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on aura plus de rentabilité quand on investit en dehors des centres-villes. Et après, c'est juste un avis personnel. Je sais, moi je préfère habiter à la campagne, mais si je devais habiter en ville, clairement, ce n'est pas au centre-ville que j'irai. Parce qu'on en a parlé, tu as vu comme c'est galère. Au niveau de l'emplacement, oui. Les parkings sont souvent très étroits. Il y a beaucoup de bruit. Il y a du bruit. Voilà, c'est pas du tout mon style de vie. Alors attention, c'est pas le style de vie de Sébastien. Bien sûr, c'est propre à chacun. Il y a d'autres personnes qui vont adorer le centre-ville. Maintenant, on est là sur une chaîne immobilière où on parle d'investissement. Comment gagner de l'argent avec l'immobilier? Donc, si vous voulez gagner de l'argent et avoir plus de rentabilité, ce n'est pas au centre-ville qu'il faudra se mettre. D'accord. Faut-il acheter des biens rénovés ou non? Alors, bonne question. Évidemment, si tu parcours les annonces, que tu trouves un bien rénové, impeccable, bien décoré, sexy, 30% en dessous de la valeur, fonce, achète-le, ne te pose pas de questions. Bon, par contre, si ce bien existe, encore faut-il qu'il existe, tu ne seras jamais le premier à le voir. Donc, toujours quelqu'un qui déclenchera une visite avant toi et qui fera l'offre d'achat au prix sans se poser de questions. Non, les meilleures affaires en immobilier, elles se font sur les biens qui vont nécessiter des travaux. Pourquoi? Parce que les biens qui sont moches, vieillots, voire même insalubres, comme ça m'est arrivé d'acheter, ils n'attirent pas. Ils n'attirent pas, ils attirent les investisseurs immobiliers parce qu'ils subissent une décote. Et ce qui est intéressant sur ces biens, c'est de les rénover. Et on en a discuté plusieurs fois pendant ton stage. Il faut que le coût d'opération, donc appartement, travaux, frais de notaire, te permettent d'avoir un bien en dessous de la valeur marché. Et c'est ce que je te disais hier. C'est comme ça qu'on réalise la plus-value dès l'achat. Voilà, pour toutes ces raisons, acheter un bien immobilier rénové, pour moi, ce n'est pas la bonne méthode parce que tu vas l'acheter plus cher qu'il ne vaut réellement parce que tu vas déclencher, tu auras le coup de cœur et donc c'est surtout pas le cœur qui doit parler en immobilier, c'est avant tout les chiffres. Il y aura de l'attachement, oui. Voilà, on fait toujours des prévisionnels de rentabilité. Voilà, et sans parler du fait, puisqu'on a discuté un petit peu fiscalité, toi et moi, ce matin, que sur un bien déjà rénové, tu n'auras pas de travaux à amortir, alors que tu auras des travaux à amortir sur un bien que tu vas rénover. Donc, d'un point de vue achat et ensuite pour des considérations fiscales, n'achetez pas des biens rénovés. Très bien. Passons à la 8e question. Alors, peut-on investir à distance? Oui, on peut investir à distance. Alors, on ne va pas se mentir, si vous pouvez investir à côté de chez vous, c'est parfait. D'un point de vue logistique, ce sera beaucoup plus confortable. Maintenant, vous habitez peut-être dans une ville où le prix de l'immobilier est très élevé. J'ai cité des villes tout à l'heure comme Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Donc, dans ces villes-là, vous n'aurez pas de bonnes affaires. Donc, il va falloir s'excentrer. Mais s'excentrer, ça ne veut pas dire partir à 500, 700, 800 km. On peut faire 50 km, on peut faire 100 km pour trouver des villes où il va être intéressant d'investir. Et souvent, les gens ont peur d'investir à distance, alors que pour faire leurs études, ils ont traversé la France. Pour trouver du boulot, ils ont traversé la France. Et bizarrement, pour acheter un bien immobilier, ça leur pose problème de faire, je ne dis pas de traverser la France, de faire 50 ou 100 km. Non. Analysez le marché, il y a tout un tas de sites qui permettent de connaître
le prix de l'immobilier. Vous avez Horis.io par exemple, qui est un très bon site pour connaître le prix moyen de l'immobilier ville par ville. Regardez donc quelles sont les villes intéressantes à côté de chez vous. Par contre, si la ville que vous allez sélectionner est à 50 ou 100 km, ne me faites pas un déplacement pour visiter un bien immobilier. Vous prenez une demi-journée ou une journée pour visiter 5, 10 ou 15 biens immobiliers. Oui. Quand je suis en phase de recherche active, c'est ce que je fais. Je me bloque une journée et je vais visiter 5, 10 ou 15 biens immobiliers pour éviter les allers-retours. Alors oui, je sais, ça va peut-être vous demander un peu d'organisation, de poser une demi-journée ou une journée de congé, mais au bout, vous aurez quand même un bien immobilier. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de poser une demi-journée ou une journée de travail pour aller acheter peut-être un bien immobilier, on en reparlera, mais que vous n'allez pas financer vous-même, mais qui sera financé par vos locataires successifs et avoir 100 000 € à la clé au bout de 20 ans. Voilà, moi je suis prêt à faire le déplacement. Je ne sais pas si toi tu es prêt à faire le déplacement. Ah, si, pareil. Voilà. Tu es à la bonne école, Baptiste. Ah oui. Alors on va passer à la 9e question. Quelle est la meilleure saison pour investir? Alors la meilleure saison, printemps, été, automne, hiver, c'est oui. ça? Alors les banques remettent les compteurs à zéro à chaque 1er janvier. C'est-à-dire qu'elles ont des fonds pour octroyer des prêts immobiliers. Donc les enveloppes sont pleines au 1er janvier et elles sont vides au 31 décembre. Donc vaut mieux aller voir la banque en début d'année. Bon, maintenant, quand tu cherches un bien immobilier, tu ne sais pas si tu vas le trouver au 1er janvier, au 1er mars, au 15 août ou au 31 décembre. Donc j'ai envie de te dire, il faut chercher tout le temps, et si ça tombe au 15 août, eh ben c'est au 15 août, enfin quoique c'est un peu compliqué, c'est les vacances d'été, mais si ça tombe au 15 septembre, eh ben c'est au 15 septembre qu'il faudra aller chercher le financement auprès de la banque. J'ai déjà trouvé des financements en janvier, j'ai aussi trouvé des financements en décembre. Je suis juste en train de vous dire que, voilà, en début d'année, les enveloppes sont pleines. Donc, ça se fait toute l'année, mais les banques ont davantage de capacité en début d'année. Maintenant, si vous devez négocier un bien immobilier, vous faites des visites, ben c'est toujours mieux de visiter un bien immobilier en hiver, quand il fait gris, quand il pleut, que tu fais une visite, le bien immobilier forcément il ne sera pas bien mis en valeur. Et donc tu pourras alors je ne dis pas que tu vas couper le prix en deux, peut-être négocier un petit peu. La négociation sera davantage à ton avantage parce que le bien immobilier ne sera pas forcément mis en valeur. Forcément, si tu veux acheter une maison, que tu la visites en plein hiver où la pelouse n'est pas tondue, qu'il fait froid, qu'il fait gris et qu'il pleut, eh ben, cette maison, elle est moins mise en valeur que si tu la visites au 30 juin, que ça sent les saucisses, que l'herbe est tondue, que les fleurs sont fleuries, que les portes sont ouvertes. Quoi. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, on va passer ensuite à la dernière question, qui est la 10e question. Sur quelle durée faut-il emprunter? Alors, on peut emprunter sur des durées courtes, 10 ans, 15 ans, reste une durée courte en immobilier, ou sur des durées longues, 20 ans, 25 ans. Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'investir sur des durées longues, sur 20 ans ou 25 ans. Alors 25 ans, ça se faisait beaucoup il y a quelques années, en tout cas pour l'investissement locatif. Les banques sont un petit peu plus frileuses, mais avoir du 20 ans, c'est largement jouable. Et je vous recommande d'aller chercher du 20 ans. Pourquoi? Parce que plus la durée de crédit va être longue, plus la mensualité de prêt, c'est-à-dire ce que vous avez à rembourser tous les mois, sera faible. Et donc, vous aurez davantage de cash flow. Parce que le cash flow, rappelons-nous ce que c'est la différence entre ce que vous allez encaisser, c'est-à-dire le loyer, et toutes les charges. Et la plus grosse charge que vous avez sur un achat immobilier, ça reste la mensualité de crédit. Donc, autant qu'elle soit le plus faible possible pour qu'il vous en reste le plus à la fin. Donc, allez chercher la durée de crédit la plus longue possible. 20 ans, c'est facile. Maintenant, tentez le 25 ans. Si la banque est capable de vous financer sur 25 ans, faites-le. Ouais, très bien. Très bien, donc on s'arrête là pour cette première série de questions. Baptiste en a une autre série de 10, mais ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Est-ce que mes réponses ont été claires, Baptiste? Très bien, merci à vous en tout cas et merci de m'avoir reçu. Bon, parfait. Tu sais que Baptiste, ça fait plusieurs fois que je le dis, tu peux me tutoyer. Les gens vont croire que je suis un peu dur avec mon stagiaire, mais tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette première série de questions. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à mettre un gros like pour le stage de Baptiste, pour lui donner un petit peu de force. On refera des vidéos avec Baptiste dans les jours à venir, en tout cas pendant qu'il est à son stage. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je publie une courte vidéo chaque jour.
et sur Instagram. Je l'amène au quotidien avec moi dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseur. Voilà les amis, on va donc se quitter ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.